Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous nous suiviez en direct sur Twitch ou en diffusion sur YouTube, ou même encore en podcast, parce qu'on est absolument partout. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entretien historique qui s'annonce même fantastique, plus qu'historique, puisqu'il est en partenariat avec le musée du Louvre-Lens à l'occasion de son exposition temporaire sur les animaux fantastiques. Et oui, ouverte depuis le 27 septembre 2023, elle reste visitable jusqu'au 15 janvier 2024. Alors ça va être l'occasion de découvrir l'histoire de ces êtres imaginaires qui nous font rêver depuis notre enfance, une histoire qui remonte à la Mésopotamie au IVe siècle avant notre ère. Quand même, elle nous fera passer par l'Égypte, le monde gréco-romain ancien, sans oublier le Moyen-Âge et ses récits, l'époque moderne, jusqu'à aujourd'hui avec la fantaisie. Je sais que vous êtes très nombreux à apprécier Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, pour ceux qui sont un peu plus underground, voilà, Percy Jackson, même si ça a eu un peu moins de succès. Bref, ça va être un bon moment. En plus de l'exposition au Louvre-Lens, eh bien, sachez qu'il y a de nombreuses animations qui sont prévues dès les vacances d'automne, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site pour en savoir plus, le site web et puis le site physique aussi, parce que le Louvre-Lens c'est cool et puis ça vous permettra de découvrir aussi la ville. Je vous mets tous les liens donc dans le chat pour ceux qui sont en direct et en description commentaire pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Voilà. Si vous avez encore le moindre doute sur le fait que cette expo elle va être trop bien, eh bien aujourd'hui, je reçois Hélène Bouillon, qui est la directrice de la conservation des expositions et des éditions du Louvre-Lens, qui a également, cette fois, la casquette de commissaire d'exposition. Elle est conservatrice du patrimoine, spécialiste des animaux fantastiques dans les civilisations de l'Égypte et du Proche-Orient ancien, ainsi que des échanges culturels entre ces deux régions durant l'Antiquité préclassique. D'ailleurs, elle a rédigé une thèse qui s'intitule, attention, Vaisselle de luxe et échanges culturels au bronze récent, étude de cas à partir de cette forme introduite en Égypte au Nouvel Empire, c'est long les titres de thèse, soutenue en 2016. Elle a publié de nombreux travaux sur ces sujets, dont le livre Une histoire des animaux fantastiques, paru il y a seulement quelques semaines, en septembre 2023. Bonjour Hélène. Bonjour Benjamin. Comment ça va? Merci de me recevoir. Ça va super. Écoute, avec plaisir, je suis ravi de te recevoir dans cette émission pour cette exposition des animaux fantastiques. Au musée Louvre-Lens. Avant de commencer à parler un peu de cette expo et des animaux fantastiques, il y a une question que j'aime bien poser à tous ceux qui passent par ici, à savoir comment t'en es arrivé là? Comment est-ce que t'as pu t'intéresser à cette période, à ces sujets? Comment ai-je pu en arriver là? Et ben justement, après avoir rédigé cette thèse sur la vaisselle de luxe, il y avait un moment où j'en pouvais plus de rédiger quoi que ce soit et je me suis un peu plongée dans les animaux fantastiques par hasard, de manière un peu geek en fait. Et quelqu'un un jour m'a posé la question du mouche-couchou mésopotamien. Qu'est-ce qu'était le mouche-couchou mésopotamien? Et donc là, je me suis rendu compte que c'était un animal hyper intéressant et j'ai commencé à m'y intéresser et à faire des recherches dessus. Et j'ai donné en premier lieu un cours à l'école du Louvre. Voilà, d'où je venais. J'ai fait une partie de mon cursus à l'école du Louvre avant de terminer ce cursus à la Sorbonne Université pour ma thèse. Et en donnant ce cours, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup à dire sur déjà l'origine des animaux fantastiques, parce que très souvent, quand on recherche l'origine de la mythologie, on va chercher pas plus loin que dans le monde gréco-romain. Or, il y a un monde qui a plusieurs milliers d'années avant le monde gréco-romain et donc ça me permettait comme ça d'aller plonger dans les racines dont je suis plus familière et puis surtout ce qui a donné lieu à l'exposition elle-même, c'était au fur et à mesure de mes recherches là-dedans, je me suis rendu compte qu'on était dans les années 2010 puisque j'ai donné mon cours à l'école du Louvre en 2017. On était en plein boom des licornes. Et pourquoi? Donc, je me suis vraiment posé la question pourquoi il y en a autant là à l'heure actuelle dans notre monde contemporain. Et c'est un peu de là qu'on est parti pour l'exposition elle-même. Alors, toi, au sein du Louvre-Lens, tu es conservatrice du patrimoine. Ça veut dire quoi? Alors, conservatrice du patrimoine, c'est un titre plus qu'une véritable profession parce que ça peut donner ensuite beaucoup de fonctions différentes. Au sein du musée du Louvre-Lens, en tant que conservatrice du patrimoine, je suis responsable donc de la bonne conservation des œuvres qui nous sont prêtées
parfois sur une très très longue durée, par notre prêteur principal qui est le Louvre. Qui prête la majorité, 90% de notre Galerie du Temps, qui est notre exposition permanente, est prêtée par le Louvre et d'autres sont prêtés par exemple, le Musée national d'archéologie ou le Centre national des arts plastiques. Et donc, mon équipe est en charge de la bonne conservation de ces œuvres, mais elle est aussi en charge de la préparation de toutes les expositions et de toutes les publications autour de ces expositions. Donc, dans ma direction, il y a 3 pôles. Il y a le pôle conservation et régie, il y a le pôle exposition, qui mène la logistique de l'organisation de toutes les expositions, et il y a le pôle recherche et publication qui est en charge de toutes les publications, aussi bien les catalogues d'exposition que d'autres petites choses qu'on prépare de temps en temps, comme ici on a un livre jeunesse autour de l'exposition Animaux Fantastiques et de la prochaine expo sur les mondes souterrains. Donc si tu veux, on reparlera après, si tu as envie. Évidemment, bien sûr que j'ai envie. En tout cas, du coup, la différence entre ce rôle de conservatrice et puis directrice de la conservation des expositions, des éditions, et celui de commissaire d'exposition, c'est que dans ton poste de direction, là, tu gères grosso modo tout ce qui se passe au Louvre-Lens, et commissaire d'exposition, c'est plus particulier sur une thématique durant un temps déterminé, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que en tant que directrice, je gère surtout une équipe. Je manage surtout une équipe. C'est pas moi qui fais le vrai boulot. C'est mon équipe. C'est eux qui sont au charbon. Et puis en tant que commissaire, la plupart du temps, nos commissariats sont soit externes, soit internes. Là, c'était vraiment un commissariat complètement interne. En tant que commissaire, j'ai décidé du propos de l'exposition et de l'histoire qu'on allait raconter et de comment on allait la raconter. Ensuite, comme je suis vraiment pas experte de tout, il a fallu que je m'adjoigne l'expertise d'autres personnes. Et là, c'était une personne qui est dans ma direction, qui est chargée de documentation, qui est plus spécialiste de l'art moderne, de l'art de la période moderne, Caroline Turek. Et on avait aussi une spécialiste plus de l'art médiéval, Jeanne-Thérèse Bontin, qui travaillait au musée du Louvre-Lens jusqu'à il y a peu et qui est maintenant à la ville de Périgueux. Et donc, j'avais des commissaires associés. Et on avait aussi un assistant de commissariat qui a travaillé chez nous pendant 1 an, Yaël Pignol, qui lui s'est occupé de tous les prêts, enfin des demandes de prêts d'art contemporain, parce que je suis pas non plus spécialiste d'art contemporain. Et donc, grâce à Yaël, on a découvert des choses absolument fabuleuses. Oui, c'est cool de pouvoir parler de ces différents métiers, parce que c'est vrai que ce qu'on essaye de faire passer aussi sur Nota Bene, c'est le fait que quand on fait des études autour de l'histoire et du patrimoine, bon, c'est vrai que souvent quand on y entre, on n'a pas un objectif bien précis, on sait pas trop vers quoi on va déboucher, et on a l'idée de se dire, bon bah en fait, à part prof, on fait pas grand chose. Et si, il y a plein de métiers qui existent, et là c'est la preuve, rien que sur une expo, il y a 4-5 postes déjà sur la réflexion du montage de ces expositions, donc c'est vraiment intéressant et important de pouvoir le souligner. Alors, comment est-ce que elle est vraiment venue, cette idée de faire une expo sur les animaux fantastiques, parce que les films, et qu'il y a un peu de hype autour de cet imaginaire-là, ou ça remonte à avant? Pour ma part, ça remonte à avant, puisque je travaillais en tant que chercheuse sur ces questions-là depuis 5 ou 6 ans. Mais au sein du Louvre-Lens, il nous est pas apparu, enfin c'est moi qui ai proposé bien sûr la thématique, et tout de suite les collègues de la médiation et de la communication ont un peu sauté sur l'occasion, parce que ça fait partie de ces thématiques universelles. Puisque, comme on va le voir ensemble, les animaux représentent des peurs, des fantasmes complètement universels, qui nous permettaient, on aime bien faire ça au Louvre-Lens, de remonter à très très longtemps dans l'histoire de l'art et d'aller vers des perspectives très contemporaines. Et puis, ce qui nous plaisait aussi, c'est que ça permettait d'allier des études sur un art plutôt, disons, un art savant ou un art plutôt de salon, etc., vers un art beaucoup plus populaire et vers ce qu'on appelle maintenant la pop culture. Et de mêler tout ça et de montrer que non seulement il y a une vraie continuité, mais en plus, ils sont extrêmement complémentaires, parce que les uns s'alimentent, enfin, ils s'alimentent les uns les autres, en fait. Donc ça nous plaisait beaucoup. C'est pour ça qu'on a choisi de prolonger mes recherches scientifiques vers une exposition.
Et alors, une fois que tu décides le thème d'une expo comme ça se passe comment pour la monter comment tu fais les recherches? Comment tu décides l'axe? En fait, très vite, quand on travaille sur une exposition, on sait que une exposition, c'est pas un bouquin. Et donc, il faut absolument que le propos soit rendu intelligible en travaillant autrement. Donc, très rapidement, avec mes commissaires associés, on a choisi de travailler sur une exposition qui soit thématique et non pas chronologique. Sinon, il y a toujours des trous dans la chronologie. Enfin, voilà. Et il y a des redites aussi. Donc, ça rend plus le propos intelligible. À partir de ce moment-là, on avait une liste d'œuvres à mettre en place, parce qu'une exposition, ce sont des objets à voir et à mettre en résonance les uns avec les autres. Donc, cette liste d'œuvres, elle est confiée au chef en fait du projet, qui est chez nous une chargée d'exposition. Et cette chargée d'exposition, en lien avec le commissariat, va faire les demandes de prêt autour des institutions, à commencer bien sûr par le Louvre qui en prête à peu près 40% dans l'exposition. Et puis en fonction des retours qu'on a des prêts, certaines fois, il est impossible de bouger les œuvres. Donc on sait qu'elles ne viendront pas chez nous. Quelquefois, elles sont déjà proposées dans d'autres expositions, etc. On fait des demandes complémentaires, on fait des demandes aussi à d'autres institutions. Et dès le début, on commence à travailler avec un scénographe. Alors chez nous, en plus, on a la chance d'avoir un scénographe en interne qui s'appelle Mathis Boucher, qui est dans ma direction, qui sait hyper bien comment fonctionne notre institution, bien sûr, ce qui marche dans notre galerie d'exposition temporaire, qui est très grande, qui fait 1800 mètres carrés, et donc qui va proposer une mise en espace de l'histoire. Parce que c'est pas qu'une histoire qui se raconte par des mots et par des images. Elle doit vraiment se mettre en espace. Et donc, voilà, une exposition, c'est ça. C'est un commissariat qui décide de l'histoire, qui décide des œuvres, mais aussi un scénographe qui va dire, écoutez, ces œuvres, on va le mettre en espace de telle manière. Et alors, moi, ça m'intéresse, ces prêts d'œuvres. Comment ça se passe, en fait parce qu'on imagine que c'est pas un simple échange de cartes Pokémon, quoi. Il y a des contreparties, ça se passe comment? Alors nous, il n'y a pas de contrepartie dans le sens où on n'a pas de collection propre. Donc, on peut même pas dire, allez, vous nous prêtez ça, puis pour votre prochaine expo, on vous prête ça. C'est uniquement au bon vouloir des institutions prêteuses. Et je pense que c'est en fonction du sérieux et peut-être même du fun d'ailleurs qu'on a mis dans le synopsis. Parce qu'au départ, ce qu'on envoie, nous, c'est un projet d'exposition sous la forme d'un synopsis plus ou moins détaillé avec votre œuvre, elle va être mise en relation avec telle ou telle autre œuvre pour cette thématique-là et à l'intérieur de ce chapitre-là. Et à partir de ce moment-là, les prêteurs nous font confiance et nous disent « Ok, ça me paraît intéressant. » Et voilà. Et là, j'avoue que je suis encore émerveillée des prêts qu'on nous a accordés. Parce qu'il y avait même des choses, en fait, pour tout te dire, que je n'osais pas demander. Comme par exemple un Saint-Michel de l'époque romane qui est absolument magnifique, dont on avait demandé une copie en fait à la Cité de l'Architecture. Et quand j'ai présenté le projet à la directrice du département des sculptures, Sophie Jugy, au Louvre, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas l'original ?» Parce que en fait, j'osais pas. Elle m'a dit « Mais non, mais on vous le prête sans problème. » Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ont été prêtés, qui sont vraiment magnifiques et je suis encore ébahie. Oui, donc en fait, au final, tout ça, enfin, quand tu montes une expo, ça repose aussi sur le bon vouloir et la coopération des différents services culturels des musées, quoi. Donc c'est beau, je trouve. Et la confiance des collègues dans le fait qu'ils vont être non seulement mis en valeur de manière adéquate, mais aussi, bien évidemment, avec de bonnes conditions de conservation et une bonne sécurité autour des œuvres. Souvent dans les expositions, on voit qu'à côté de ça sort un catalogue d'expositions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, parce que souvent, c'est ce qui reste un peu de l'exposition plusieurs années après. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Oui, effectivement, c'est très important pour nous de proposer aux commissaires, alors là, en plus, j'avais les deux casquettes, mais c'est très important pour nous de proposer aux commissaires qui font les expos au Louvre-Lens des choses un peu complémentaires à l'exposition, parce que une exposition, c'est vraiment c'est l'école de la frustration. On sait qu'on ne pourra pas tout montrer, on sait qu'on ne pourra pas parler de tout, et on sait qu'il y a des choses qui vont bien rendre en tant qu'objet dans l'exposition, mais des thématiques qui vont être mieux dans un livre.
C'est pour ça que nos catalogues sont la plupart du temps énormes. C'est vraiment la somme scientifique d'un sujet à une époque donnée. Bien sûr, dans 10 ans, on pourra faire quelque chose de totalement différent et peut-être la recherche aura proposé des choses différentes dans l'appréhension d'un même sujet, mais en tout cas, c'est la somme à un moment donné, en 2023. Et là, en plus, je me suis un peu lâchée, j'avoue, parce que j'ai demandé à une centaine d'auteurs différents d'écrire sur le sujet. C'est-à-dire que sur chaque sujet pointu, il y a le spécialiste ou l'un des spécialistes qui va proposer sa vision des choses. Par exemple, on a quelque chose qui a pas pu être vraiment développé en tant que tel dans l'exposition elle-même, les monstres dans le monde cananéen et notamment à Ougarit. Et là, j'ai demandé à Valérie Matoyan, la directrice de la mission syro-française d'Ougarit, d'écrire dans le catalogue. J'ai demandé à Thomas Remer, qui est le spécialiste des études bibliques au Collège de France, d'écrire sur le mythe du Léviathan, etc. Donc, pour chaque sujet pointu, il y a le spécialiste qui écrit là-dessus. Et en même temps, pour que les gens aient l'impression quand même de retrouver l'exposition, toutes les têtes de chapitres, toutes les introductions de parties sont les textes de salles, les textes qu'on retrouve dans les salles de l'exposition. Et alors cette exposition, vous lui avez quand même donné parce que bon, animaux fantastiques, on tape quand même hyper large. À un moment donné, pour éviter de se disperser, il faut quand même borner le truc, quoi. Donc, vous avez mis quelles limites chronologiques, géographiques, peut-être Aucune limite géographique ni chronologique, à part la limite chronologique, c'était que même si j'évoque l'art pariétal dans l'introduction de la partie 1 sur les origines des animaux fantastiques, on n'a pas parlé des grottes paléolithiques. Pourquoi ? Parce que d'une part, impossible de savoir vraiment ce que représentent ces animaux imaginaires dans les grottes, même si il y a des spécialistes comme Le Quélec qui donnent de très très bonnes analyses et qui proposent des thèses, mais ce ne sont que des thèses et on ne pourra jamais les vérifier, même si c'est très intéressant. Et puis, en termes de visuel, je ne pouvais pas porter une grotte au Louvre-Lens, donc voilà. Et d'autre part, moi, ce qui m'intéressait, c'était que les animaux fantastiques qui naissent au néolithique sont les mêmes que ceux qu'on retrouve dans notre pop culture. Or, les animaux fantastiques du paléolithique, en fait, eux, ils ont disparu, ils n'ont pas eu de descendance. Donc, les mi-cervidés, mi-équidés, mi-bison qui forment ces hybrides qu'on a comme à Lascaux, par exemple, dont on sait que ce sont des animaux hybrides et fantastiques. Non seulement on ne sait pas ce qu'ils représentent, mais en plus, on les a pas retrouvés dans les bestiaires médiévaux, etc., contrairement à ceux qui naissent au Proche-Orient et en Égypte, et qu'on retrouve ensuite sur 6000 ans. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet, sur les animaux fantastiques. Ça se définit comment, un animal fantastique ? Alors, tu nous as parlé d'hybride. Est-ce que c'est que ça ? C'est souvent ça, mais pas que. Alors, j'ai pas inventé la définition. Hein. J'ai repris des définitions qui ont été faites par d'autres chercheurs bien plus aguerris que moi, et notamment Pascal Vernus, qui a écrit tout le chapitre dans le bestiaire le bestiaire des pharaons. Il y a quelques années, lui, il a fait tout un chapitre sur les animaux fantastiques et Pascal Vernus est un maître de la définition, donc j'ai repris plus ou moins la sienne. Et celle aussi des Delacampagne qui ont fait le Citadel et Masneau sur les animaux fantastiques dans l'histoire de l'art occidental. L'animal fantastique, c'est un animal qui sort de la norme, tout simplement. Qui sort de la norme soit par son gigantisme, on va nous trouver des serpents géants par exemple qui entourent le monde, soit parce qu'il a une partie de son corps qui est gigantesque ou qui sort de la norme. Et donc là, ça peut être par hybridité ou par association. Et surtout, c'est un animal qui a des pouvoirs fantastiques, qui a des pouvoirs surnaturels. Voilà, donc c'est quand même assez large comme définition. Mais surtout, ce qui était important pour moi, c'était que j'allais pas faire une exposition sur les monstres.
je fais une exposition sur les animaux fantastiques. Donc, il y a toujours une part animale qui est la part principale dans ces créatures. Et c'est très important ça, parce que ce sont des animaux, ils ont quand même, dans la fascination qu'ils exercent chez l'être humain, c'est vraiment leur part animale qui est la plus importante. Et on va voir pourquoi c'est important, parce que du coup, à la fois, ils représentent tout ce que représentent les animaux pour nous, une proximité plus grande que les êtres humains avec la nature, mais aussi il y a toujours cette volonté et cette tentation chez l'être humain de dompter ces animaux. Donc, exit par exemple les centaures? Pas tout à fait. Alors, Exit les centaures, on en parle dans une 5e partie sur l'habitat des animaux fantastiques et notamment le fait que ce sont des créatures du monde des marges. Mais je suis pas allée trop chercher vers les hybrides humains-animaux. Donc, on en parle dans certaines parties, mais pas dans toutes, et pour parler d'une thématique bien spécifique. Donc, on a des sirènes, on a des minotaures, on a des centaures sur les cartographies, par exemple, mais on ne s'est pas focalisé dessus. Parce que sinon, en fait, parler de l'hybridité humain-animal nous emmenait aussi dans d'autres sphères qui pourraient faire une exposition totalement différente. On a Brougaille, voilà, qui nous demande si un cryptide, c'est un animal fantastique. Un cryptide, eh bien, je vais demander la définition du cryptide. C'est un animal légendaire qui est pas... Alors, ça va être Bigfoot, par exemple, ou des trucs comme ça, tu vois. Ah oui, dans la cryptozoologie. Oui. Pour moi, oui. Et pour moi, il y a vraiment un lien très très fort entre les histoires qu'on raconte dans l'Antiquité, à l'époque médiévale et jusqu'à nos jours, qui est la recherche de ces animaux justement et qu'on va trouver dans les milieux un peu hostiles et qu'on va essayer de cerner. Donc effectivement, Bigfoot ou le monstre du Loch Ness sont pour moi des animaux fantastiques. Existent-ils vraiment ? C'est toute la question. Et j'avoue que j'ai mis un point d'honneur dans les textes de l'exposition à ne pas dire que plus personne ne croit en leur existence. C'est-à-dire qu'on a, ça c'est assez intéressant dans la manière dont on conçoit les expositions au Louvre-Lens. Le commissaire rédige les premiers textes de salle, mais ils vont être relus par la direction de la médiation, par nos collègues médiateurs, et échanger et voilà, et c'est vraiment un travail collectif, le travail autour de ces textes. Et très souvent on me biffait quand j'avais marqué peu de gens croient à leur existence. Très souvent on m'avait biffé en disant plus personne. Mais non, c'est pas vrai que plus personne ne croit à l'existence des animaux fantastiques, parce qu'il y en a qui les recherchent encore. Et ce qui est très intéressant selon moi, c'est que jamais on a réussi à totalement séparer la science qu'on appelle sciences dures ou voilà, les sciences biologiques, de sciences qu'on appelle cryptiques, puisqu'il y a encore des découvertes qui nous font revenir certains animaux qu'on croyait mythologiques, comme le kraken par exemple, dans la sphère des sciences véritables. Ou alors, très récemment, il y a quelqu'un qui a retrouvé la trace de Bigfoot, en fait, qui serait un ours himalayen. Donc, la frontière est extrêmement ténue entre véritable science et cryptozoologie. À quand remontent les premières traces de ces animaux fantastiques ? Alors, si on fait exception justement des parois, des grottes préhistoriques, des grottes du Paléolithique supérieur, on peut dire que nos animaux fantastiques, ceux qui entrent encore dans notre quotidien, ils naissent à la fin du Néolithique, au Proche-Orient et en Égypte. Et on les voit pour la première fois sur des instruments, les premiers instruments de comptabilité et d'échange administratif. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils naissent en même temps que les premières civilisations. Ils naissent au moment des premières cités-États mésopotamiennes et des premiers royaumes de l'époque prédynastique égyptien. Et on les aperçoit sur les seaux cylindres, sur les palettes à phare égyptiennes, etc. Donc, sur à la fois des instruments d'administration et de pouvoir. Et donc, les premiers qui apparaissent, ce sont les griffons. Ce sont des êtres que je vais moi qualifier de dragons. On pourra revenir sur la définition du dragon, mais d'ailleurs que tu as très bien faite dans une émission que j'ai vue sur ta chaîne,
voilà, un être serpentiforme, quoi. Et puis, donc là, on est au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Et puis, il y a d'autres hybrides qui naissent, mais qui vont avoir moins de, qui vont pas forcément perdurer sur 6000 ans et qu'on va plutôt retrouver dans l'archéologie, comme l'aigle léontocéphale, par exemple, qui est l'inverse du griffon, c'est-à-dire qu'il a un corps d'aigle et une tête de lion, qui va être un monstre très très important dans la mythologie mésopotamienne, mais qui va pas perdurer dans les bestiaires, par exemple. Donc on va perdre à l'époque médiévale et voilà, et qu'on ne retrouvera que dans l'archéologie. Mais en gros, on a ces premières sources-là, malheureusement sans texte, puisque l'écriture est aussi en train de s'inventer à cette époque-là, et on n'a pas encore de grands textes mythologiques qui nous permettent de savoir déjà comment ils s'appellent, et ensuite à quoi ils servent et ce qu'ils représentent. Mais, comme certains d'entre eux vont perdurer, on a pour certains d'entre eux, genre l'aigle léontocéphale, des noms. Et l'aigle léontocéphale en sumérien, il s'appelle Imdugud, et ça veut dire très certainement les nuées. Donc, on peut comme ça, avec des sources plus récentes que les premières images du 4e millénaire, se rendre compte que très certainement ces êtres sont des entités mythologiques, pas forcément des dieux, parce que pour être un dieu, il faut avoir un temple, un culte, des instruments de culte, un clergé, etc., mais des êtres mythologiques qui représentent les phénomènes cosmiques, météorologiques, telluriques, qui font peur à l'homme, en gros. Alors, quand tu nous parles de la Mésopotamie, ça correspond à quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'on appelle Mésopotamie, c'est l'Irak actuel. Donc, ce que les Grecs appelaient Mésopotamie, c'est entre le Tigre et l'Euphrate, et ça correspond à l'Irak. On nous demande si, on revient vite fait à l'expo, mais on nous demande si vous traitez d'animaux fantastiques européens, comme la tarasque ou le Wolpertinger, par exemple. Alors, la tarasque, oui. Le Wolpertinger, non, désolé. Il y a eu vraiment... on a dû être drastique dans les choix. La tarasque, oui, parce que, on va y revenir, mais la tarasque est un dragon, un être draconiforme, et c'est vraiment très très intéressant à plus d'un titre, la manière dont, d'une part, ces représentations sont devenues de plus en plus populaires, et qu'en popularisant le combat contre la tarasque, on a fait en fait de la tarasque, qui est au départ la représentation de Satan, ou du paganisme, enfin de tous ceux contre quoi lutte la sainte en question, c'est devenu à force un symbole et presque une figure de protection en fait de la ville de Tarascon, comme l'est devenu la Grand Goule à Poitiers ou le Graouli à Metz par exemple. Pour les supporters messins, c'est... Alors comme on a abordé ça, mais ça serait peut-être bien de pouvoir le développer. Le fait qu'on a des traces, les traces les plus anciennes dont on dispose, elles viennent de Mésopotamie, ça a un lien du coup avec l'apparition de l'écriture ? Oui, en tout cas, ça a un lien très certainement avec l'apparition de ces instruments de contrôle que sont les sceaux. Donc sceaux qui deviennent des sceaux cylindres au 4e millénaire et sur lesquels on va représenter des scènes mythologiques. Et ces scènes mythologiques représentent des entités mythiques en train de se faire face ou de se combattre, quelquefois. Et ces entités mythologiques sont aussi les supports d'images de pouvoir, puisqu'ils sont portés sur les sceaux, et le sceau, c'est vraiment l'instrument de pouvoir par excellence en Mésopotamie. Donc, tout est un peu lié, même si on n'a pas, à cette époque encore, de textes qui prouvent que ces entités font partie du monde divin. Ensuite, on va les retrouver en tant que ce qu'on appelle animaux attributs. On va les retrouver animaux attributs des grands dieux de la mythologie mésopotamienne. Et alors, ces créatures qui apparaissent dans cette région, est-ce qu'elles continuent d'exister par la suite, ou est-ce qu'elles disparaissent, est-ce qu'elles évoluent ? Alors, elles vont évoluer très certainement, et notamment dans la manière iconographique de les représenter. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les premiers combats contre des entités mythologiques monstrueuses et des animaux fantastiques vont se retrouver dans d'autres civilisations, et notamment dans la sphère gréco-romaine,
d'une part, et dans les récits bibliques, d'autre part. Par exemple, l'un des premiers textes qui parle d'un combat d'un héros contre des forces monstrueuses, hybrides et donc des animaux fantastiques, c'est Ninurta. Ninurta, c'est un dieu guerrier mésopotamien. C'est aussi un dieu qui a à voir avec l'orage et avec la naissance de la végétation. Et en tant que jeune guerrier, il est amené à combattre un dieu, un génie de la montagne, qui s'appelle Assag en sumérien et qu'on va akkadiser en Asaku. Et le génie Asaku, c'est un dieu de la montagne et donc un dieu des forces chtoniennes. Parce qu'en plus, en Mésopotamie, montagne et enfer, c'est le même terme. Donc, le dieu de la montagne se rebelle. Il faut imaginer que la montagne, c'est ces grandes chaînes des Zagros, donc, qui doivent être extrêmement impressionnantes pour quelqu'un qui habite en Irak. Le sud de l'Irak, c'est un pays extrêmement plat. Puis au loin, on voit ces énormes montagnes qui apportent bien évidemment des vents, des nuages, de la pluie, etc., mais qui quelquefois aussi apportent des tremblements de terre, comment on appelle ça quand ça dévale de la montagne, des avalanches, etc. Donc le génie Asaku se rebelle contre les dieux et donc on envoie un jeune guerrier, Ninurta, combattre Asaku. Et Asaku engendre d'autres monstres, comme par exemple le mouche-rouchou, le serpent furieux, qui est une sorte de premier dragon mésopotamien. Et bien ce combat-là, on peut le retrouver dans d'autres combats mythologiques en Mésopotamie, mais aussi chez les Hittites. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à partir du 2e millénaire, en fait, ces monstres, plus ou moins serpentiformes, mais pas tous, qui vivent dans la montagne, vont se déporter dans un autre environnement et un autre univers qui fait très, 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 très peur et qui est la mer. Et vont devenir l'élément liquide et l'élément de la mer déchaînée. Donc, on a par exemple un combat contre une entité mythologique qu'on appelle l'Abu, qui est un dragon qui représente la mer. Chez les Hittites, on va avoir par exemple Edamu, qui est aussi un serpent marin que va combattre un jeune dieu de l'orage, le dieu Haddad ou Téchoup. Et puis on va retrouver ça aussi à Ougarit avec le dieu Baal, qui est le jeune dieu de l'orage des Ougaritains, qui combat la mer, Yam, qui va envoyer un émissaire monstrueux qui est un serpent tortueux, un monstre marin qui s'appelle l'Éten, qui va devenir Liuyatan et qui va être transformé dans le monde biblique en Léviathan. Donc il y a comme ça des combats qui sont des combats fondateurs de la mythologie qui vont aller se balader de civilisation en civilisation dans le monde de l'Orient ancien. Finalement, leur image aussi serpente à travers la littérature. Exactement, mais par contre, ils ne sont pas forcément représentés tous de la même manière. Et chez les Mésopotamiens, on fera très souvent des dragons, des êtres hybrides qui mélangent serpent, aigle et lion. Alors que dans la mythologie grecque, quand on va transposer ces combats fondateurs-là, entre Zeus et Typhon et Échidna, par exemple, quand ils seront représentés sur les vases, ils seront beaucoup plus serpentiformes et beaucoup moins hybrides, en fait. Alors, on parle beaucoup de serpents ou de dragons. Toujours en Mésopotamie, c'est quoi les principaux animaux fantastiques ? Alors, on a déjà parlé du mouche-rouchou, donc le serpent furieux, qui est représenté comme un hybride serpentiforme avec des pattes de lion et d'aigle. Il y a Imdugut, dont on a déjà parlé aussi, qui est Anzu en acadien. Alors, ce qui est très intéressant avec Imdugut, que j'aime beaucoup, donc c'est cet aigle léontocéphale. Moi, je le trouve très mignon, alors qu'en fait, il est très terrifiant. Mais léontocéphale, c'est-à-dire à tête de lion. Donc, c'est un aigle avec les ailes déployées à partir du 3e millénaire, qui a une tête de lion, donc qui représente l'oiseau des tempêtes. Quand il bat des ailes, il produit la tempête. Sa tête de lion rugit comme le tonnerre pendant l'orage. Ce que je trouve moi très mignon, c'est que c'est un aigle avec un nombril.
comme il est à la fois aigle et lion. Et ce qui est intéressant, c'est que d'abord, il apparaît comme une entité certes terrifiante, mais plutôt bénéfique, qui règne sur la montagne, qui règne sur les animaux et qui est un animal attribut des dieux de l'orage, comme par exemple Ninurta ou Ningirsu. Et en fait, à partir du 2e millénaire, on va trouver des textes mythologiques où c'est plutôt un adversaire, on va plutôt essayer de se débarrasser de lui, parce que dans une de ces tablettes mythologiques, on explique que en tant qu'oiseau des tempêtes, il est un serviteur du dieu Enlil. Enlil, c'est le dieu de l'atmosphère, le dieu des vents, étymologiquement. Et à Enlil, qui est le roi des dieux mésopotamiens, on a confié les tablettes des destins. Donc, tout ce qui est dans l'ordre du monde est inscrit sur des tablettes. Et Imdugud, Anzu s'en empare. Et donc là, plus rien ne va. Il n'y a plus de saison, ma brave dame. Enfin, bon, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Peut-être d'ailleurs qu'on devrait repartir à la recherche d'Anzu. Et donc, il devient un adversaire et il va finalement être terrassé par les jeunes dieux mésopotamiens. Est-ce que dans les écrits, quand on décrit une de ces créatures fantastiques, elles sont toutes similaires, ou en fait, la question qu'il y a derrière, est-ce qu'il peut y avoir des versions jeunes de ces animaux fantastiques ? Parce que j'imagine l'aigle à tête de lion, en fait, qui miaule en volant, tu vois, mais... Ah oui, ce serait trop mignon. Alors, il se trouve, il n'y a pas de représentation, enfin, je ne crois pas qu'il y ait jamais eu de représentation de ça, en tout cas, je ne les connais pas, mais dans un autre épisode mythologique, le roi Lugalbanda est envoyé en émissaire en Iran et il se perd justement dans la montagne des Zagros et il arrive au nid d'Anzu, donc de l'aigle léontocéphale. Et là, il voit ces petits qui piaillent, qui doivent rugir, enfin miauler, pour avoir de la nourriture. Et il va à la chasse et il nourrit les petits d'Anzu. Et donc, Anzu, pour le remercier, lui donne une force surhumaine, etc. Et donc, moi, j'ai jamais vu de représentation de ça parce que je crois qu'elle n'existe pas, ou en tout cas, on les a perdus. Mais moi, je me suis toujours imaginé les petits d'Anzu, effectivement, miaulant dans leur nid. Je trouve ça très mignon. Mais du coup, ça implique effectivement que dans cette dimension bestiale, malgré le fait que ça soit fantastique, il y a quand même cette notion on est et on meurt peut-être. Oui, tout à fait. Et puis, alors, ce qui est intéressant quand même dans les mythes, c'est que les mythes sont cycliques la plupart du temps. Donc, c'est pas parce qu'on a en fait, on combat les animaux fantastiques, mais on ne les anéantit jamais vraiment. Ou alors, de toute façon, quand on les anéantit, comme Tiamat, par exemple, Tiamat qui est aussi une sorte de déesse serpent, de déesse dragon. Tiamat, en fait, quand on la dépaisse, on fonde, c'est comme ça que les combats sont des combats fondateurs, on fonde un nouvel ordre du monde. Donc Marduk, qui est un nouveau Ninurta, qui est le roi des dieux chez les Babyloniens, rejoue en fait le combat de Ninurta en combattant Tiamat, qui engendre elle-même des monstres, comme Echidna va le faire d'ailleurs contre Zeus. Et quand elle est anéantie au final, elle va se retrouver dépecée, et à ce moment-là, Marduk peut fonder un nouveau monde, un nouvel ordre du monde. Mais en fait, elle se retrouve toujours à représenter la mer qui entoure le monde Tiamat. Et alors, on trouve ces animaux en Mésopotamie, mais est-ce qu'on les trouve ailleurs, typiquement en Égypte à la même époque ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors en Égypte, en fait, chaque civilisation va fonder ses propres hybrides ou ses propres animaux fantastiques à partir de sa propre faune. Mais ce qui est intéressant avec l'Égypte, c'est qu'il y a trois choses. D'une part, l'Égypte, au moment de sa formation, est très influencée par le Proche-Orient. Et donc, par l'arrivée d'idées et d'objets venus du Proche-Orient, notamment les sauts-cylindres, l'Égypte va adopter une partie des hybrides proche-orientaux, notamment les serpopanthères et le griffon, mais va en créer d'autres. Et l'animal fantastique par excellence représente le dieu Seth, ce qu'on appelle l'animal sétien, à défaut d'autres termes, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'il représente.
Alors, je vais pas faire la liste de tous les animaux auxquels ils ont fait penser, mais il y a des égyptologues qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et il y a une égyptologue qui a écrit un article dans notre catalogue qui s'appelle Axel Brémond, qui a écrit tout un article sur ce qu'on sait à l'heure actuelle, où en sont les recherches sur le dieu Seth. Ou en gros, un érictérope, un fourmilier, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est véritablement un animal hybride. Il a des oreilles dressées et carrées, il a une queue fourchue, et on dirait un quadrupède qui a un aspect de canidé, un peu comme un chien sauvage, mais il a un museau tombant. On ne sait pas bien ce qu'il représente. Enfin, peut-être un fourmilier, on ne sait pas. Mais en tout cas, il mélange un peu des aspects de la savane égyptienne. Et effectivement, au moment où on a les premières images de cet animal sétien, puisqu'il va représenter le dieu Seth, l'Égypte est encore dans la savane, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu encore cette désertification qui va être effective au 3e millénaire avant Jésus-Christ. On est encore un peu dans le roi lion, quoi, en Égypte ancienne à ce moment-là. Et donc, cet animal est sans doute un dieu de la savane au départ. Et puis, il va devenir un dieu des déserts, justement à cause de la dessiccation des alentours de la vallée du Nil. Mais en gros, il n'y aura plus que le Nil qui donnera une vallée fertile, et tout autour, il y aura le désert. Et donc, cet animal va devenir la représentation de ce milieu hostile qu'est le milieu des déserts de part et d'autre de la vallée du Nil. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il représente, cet animal sétien, et le dieu Seth représente la violence du climat et la dangerosité du désert. Mais c'est une violence qui est utilisée à des fins bénéfiques, finalement. Parce que d'une part, en s'opposant au dieu Horus, il permet au dieu Horus de s'imposer et d'imposer un ordre monarchique. Quand il s'oppose à son frère Osiris qu'il va tuer, il permet à Osiris de devenir le premier mort ressuscité, et donc l'espoir de régénérescence de tous les Égyptiens. Et il est aussi bénéfique dans la course du dieu solaire, puisque c'est le seul qui est envoyé au casse-pipe, entre guillemets, pour défendre Ré contre Apophis, un autre serpent qui représente l'inertie, et il y a un autre dragon contre lequel on doit lutter, et c'est Seth qui lutte contre le dieu Apophis. Donc finalement, le dieu Seth est certes terrifiant, mais aussi quelque part bénéfique, comme la plupart des animaux fantastiques. Bon alors, tu nous dis du coup que les Égyptiens s'inspirent pas mal du Proche-Orient, mais qu'il y a des créatures originales comme cet animal sétien. Il y a quand même des spécificités qui sont vraiment liées aux créatures égyptiennes ou... Oui, en fait, la spécificité égyptienne par rapport au Proche-Orient, c'est que l'hybridité est utilisée en Égypte comme une sorte d'écriture de la réalité. Pour faire prendre conscience d'une réalité, on utilise très souvent des images, et ces images, ces concepts, en fait, sont reproduits dans les véritables images iconographiques. Pour être, par exemple, un peu plus... on représente très souvent les dieux à tête d'animaux. C'est pas parce que les Égyptiens croyaient vraiment qu'ils avaient des têtes d'animaux, leurs dieux. C'est parce que la tête animale représente l'entité que représente le dieu. Par exemple, les dieux qui représentent des phénomènes cosmiques, célestes, comme les dieux de la lune ou du soleil, ont très souvent des têtes de faucons. Ré, Horus, etc. Ils sont soit représentés comme des faucons, soit à tête de faucon. Le faucon, là, en l'occurrence, représente ceux qui volent haut dans le ciel. D'ailleurs, le dieu Horus, en gros, étymologiquement, ça veut dire celui qui est au-dessus, celui qui est éloigné. Pourquoi on le représente hybride, avec une tête de faucon et souvent un corps d'homme? C'est que pour représenter leur action, c'est plus facile de les représenter avec un corps d'homme. Si on veut montrer, par exemple, l'embrassement
que font les dieux pour le souverain. Les dieux égyptiens très souvent les dieux égyptiens prennent le souverain dans leurs bras. C'est plus difficile de représenter avec un corps de faucon qu'avec un corps d'homme. Donc en fait, c'est un jeu de représentation, c'est une hybridité complètement conceptuelle la plupart du temps chez les Égyptiens. Ça ne crée pas forcément des animaux fantastiques. Donc par exemple, ce dont je me suis rendu compte en travaillant un peu ce sujet, c'est qu'au départ, le sphinx n'est pas un animal fantastique. Parce que le sphinx égyptien, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de représentation. Le sphinx égyptien représente le souverain, mais le souverain dans sa capacité d'être un gardien puissant. Donc là, encore une fois, la tête représente la fonction primordiale, la fonction principale, tête de souverain. Et avec le corps, on va représenter son action. Et l'action du sphinx, c'est d'être un lion puissant au repos, donc qui est prêt à bondir sur les gens qui viendraient s'en prendre à ce qu'il garde. Et que garde le sphinx égyptien au départ? Le tout premier qui est représenté, c'est le sphinx de Giza. Il garde les pyramides, tout simplement. Et à partir de là, on va en faire un gardien de temple. Voilà. Mais au départ, donc, c'est la capacité du souverain à garder les tombes égyptiennes. Et en fait, ça n'est qu'à l'arrivée dans d'autres civilisations qu'il va devenir une entité mythologique à part et autonome. Ces créatures, ces animaux fantastiques égyptiens, on les connaît par le même type de source que pour le coup au Proche-Orient ou... Alors, on a très peu finalement de récits suivis chez les Égyptiens. On a très peu de récits mythologiques. Il y a par exemple le livre de la vache céleste, qui est un récit mythologique qui va d'un point A à un point B. Mais pour la mythologie égyptienne, très souvent, on se réfère à des hymnes, à des textes funéraires, etc. Et ensuite, on essaie de recoller les morceaux et d'avoir une mythologie un peu cohérente pour chaque dieu. Et en fait, très souvent, c'est par allusion qu'on sait que tel et tel dieu font ci et ça ou interagissent ensemble. Mais on a quand même de temps en temps des récits mythologiques, parfois très récents, comme le meurtre d'Osiris. Là, c'est Plutarque qui nous fait le récit suivi de ce qu'il s'est passé, peut-être en inventant certaines petites choses ou en dramatisant, comme le font les Grecs et les Romains. Et puis parfois, on a des récits mythologiques qui sont très inspirés de mythologie étrangère. Par exemple, le dieu Seth, qui est un dieu donc on a dit de la violence, est devenu, a été assimilé au dieu Baal de l'orage des Cananéens. Et donc, on a un récit où on a des représentations de Seth se battant contre la mer dans des récits égyptiens où là, Baal devient Seth et se bat contre Yam. Alors, avant de on a fait Mésopotamie, Égypte, évidemment, la prochaine destination, c'est plutôt le monde gréco-romain. Il y a une figure dont tu viens de nous parler, qui est celle du Sphinx, qui peut faire une bonne transition, finalement, entre ces deux univers, entre l'Égypte et le monde gréco-romain. Comment t'expliques que, justement, cette figure du Sphinx, elle ait pu se diffuser jusqu'en Grèce ? C'est via le Levant, très souvent, que les choses égyptiennes arrivent jusqu'en Grèce, et donc très souvent, par ce truchement, il se transforme un petit peu l'animal fantastique en question. En l'occurrence, le Sphinx est arrivé sûrement à la fin du 3e millénaire, ou en tout cas de manière certaine au 2e millénaire au Levant, et là, il a pris une autre fonction. Alors, il reste gardien, ce sphinx, gardien ou gardienne d'ailleurs, parce qu'il y a des sphinx mâles, des sphinx femelles. Mais déjà, il a pris des ailes, enfin, il s'est doté d'ailes, ce que n'a jamais le sphinx égyptien. Et très souvent, on trouve des sphinx assis, ce que n'est jamais le sphinx égyptien. Il n'est jamais assis, il est toujours couché, comme un lion couché. Et donc, ces entités restent des gardiens, mais vont devenir des gardiens qui représentent non plus le souverain lui-même, mais le pouvoir du souverain. Donc, ça devient le gardien des trônes. On retrouve d'ailleurs dans l'exposition des petites plaquettes d'ivoire qui étaient très sûrement des décors de trônes en bois sur lesquels on plaquait des petites plaquettes d'ivoire. On trouve aussi des entités gardiennes aux portes des palais. Donc là,
très souvent en très 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 grande dimension. Vous savez qu'au Proche-Orient, les palais sont construits en briques crues, donc c'est plutôt une architecture assez légère, ou en tout cas qui peut très rapidement s'abîmer. Et donc pour protéger les murs de briques crues, on plaque ce qu'on appelle des orthostates, qui sont de grandes plaques de pierre qui la plupart du temps sont sculptées. Et ces grandes plaques de pierre prennent très souvent la forme d'entités gardiennes, qui sont des sphinx, très souvent. En Mésopotamie, ça peut aussi être des taureaux androcéphales, ou ça peut être des griffons. Pas au Louvre-Lens, mais au Louvre, il y en a 2 très beaux qui sont là-bas. Ouais. On aurait adoré les avoir, mais là, c'était un petit peu compliqué pour les... D'un point de vue logistique, c'est un peu galère. Ouais. Mais on a eu de très très belles représentations de ces taureaux Khorsabad au Louvre-Lens pour l'exposition d'Ariane Thomas, l'histoire commence en Mésopotamie. Mais là, on a de très très belles orthostates, qui viennent de Syrie et qui ont été prêtés par le musée de Berlin, le Vorderasiatisches Museum de Berlin. Alors ces animaux fantastiques du monde gréco-romain, ils s'inspirent forcément de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ou est-ce qu'il y a certains animaux, on va dire, exclusifs pour tous les geeks qui nous suivent? Est-ce qu'il y a un DLC spécial Grèce? Oui, je dirais Pégase, parce que le cheval ailé n'est pas une entité mythologique importante au Proche-Orient ni en Égypte. Alors il se trouve que le cheval est arrivé finalement assez tardivement au Proche-Orient, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, et donc il ne fait pas partie de ces animaux qui servent pour fabriquer les hybrides au 4e millénaire. Donc voilà, au 2e millénaire, on réutilise les anciens hybrides très, 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 très anciens au Proche-Orient et en Égypte. Et en Grèce, le cheval est très important. Vraiment, est devenu un symbole très important au 2e millénaire pour tout le monde en Méditerranée. Mais du coup, en Grèce, on crée cet hybride qui, à ma connaissance, est un hybride vraiment égéen, du cheval ailé. Pégase, on peut dire qu'il est grec. Et alors, ces animaux-là, pour le coup, là, on les connaît comment? Tout à l'heure, tu nous citais justement certains auteurs qui, dans leurs écrits, s'en servent. Hésiode est l'un des premiers à écrire une somme mythologique qui raconte les débuts du monde. Et on sait qu'Hésiode a été très inspiré par les mythologies venant du Proche-Orient. Donc on retrouve chez Hésiode des combats qui avait avec Marduk ou avec Ninurta par exemple. Là on va les retrouver par exemple avec Zeus qui va combattre des entités mythologiques comme Typhon et Échidna. Et puis on a aussi des hymnes, les hymnes homériques, on a des hymnes à Apollon, on a plein d'autres textes mythologiques qui vont parler d'autres combats fondateurs, mais bon, qui reprennent un petit peu les mêmes. C'est toujours un petit peu les mêmes ressources, quoi. Il y a le héros anthropomorphe, dieu ou héros anthropomorphe, qui combat un animal mythologique pour créer un nouveau monde, créer une ville, créer un culte, créer un royaume, etc. Ouais, c'est les mêmes schémas narratifs à chaque fois, quoi, qui sont réutilisés. Tout à fait. Ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Les Grecs ont inventé plein de choses, mais très souvent, ils ont quand même été inspirés par le Proche-Orient. Le truc, c'est que comme ils voulaient jamais le dire, eux-mêmes, quand ils disaient oui, il y a d'autres grands anciens qui ont fait ça avant nous, ils préféraient citer les Égyptiens, alors que non, ça venait du Proche-Orient. Tu peux nous en citer d'ailleurs plusieurs créatures, animaux fantastiques gréco-romaines? Oui, alors il y a aussi des créatures fantastiques qui existaient avant, ou en tout cas qui ont une antériorité. Mais compris plus d'essor à cette période. Exactement. Et ça, c'est notamment le phénix. Le phénix, maintenant, le phénix dont parlent les auteurs gréco-latins. Je ne parle pas du phénix qui existe par ailleurs dans d'autres civilisations, et notamment en Chine et dans l'Asie du Sud-Est. Mais le phénix dont parle Hérodote et ensuite dont vont parler d'autres auteurs comme Pline, quand ils arrivent chez Hérodote, en fait, c'est une réinterprétation gréco-latine d'une entité mythique qui s'appelle l'oiseau Bénou. Ça devrait te plaire, Ben. C'est l'oiseau Bénou, ça vient d'une étymologie qui veut dire briller, briller, resplendir. Et c'est la même
étymologie que Uben, qui veut dire briller pour le soleil, ou que la butte mythologique primordiale des Égyptiens sur laquelle se serait levé le soleil pour la première fois et qu'on appelle le Ben-Ben. Donc l'oiseau Bénou, il est représenté comme un héron et il représente la capacité du dieu solaire à se régénérer chaque matin et à rejaillir et à rebriller chaque matin. Et à partir de là, les Grecs comme Hérodote et ensuite les auteurs latins en ont fait un animal mythologique qui se régénère lui-même et donc vont raconter cette histoire de bûcher qu'il construit lui-même pour rejaillir à partir du feu qu'il a lui-même mis sur son propre bûcher. Donc c'est comment une entité mythologique égyptienne devient une légende gréco-romaine. T'as d'autres animaux fantastiques comme ça qui sont rattachés dans ces mythologies dont tu pourrais nous parler? Il y a la licorne. La licorne, pareil, dont Hérodote parle pour la première fois au 5e siècle. C'est sans doute une entité, alors qui vient de encore plus loin que le Proche-Orient ancien, puisque les premières représentations d'une sorte d'antilope avec une seule corne sur la tête viennent de la civilisation d'Harappa au 3e millénaire au Pakistan. Mais le premier qui en parle, c'est Hérodote. Le premier qui en parle, c'est Ctésias, excusez-moi. Ctésias qui est repris ensuite par des copistes du Moyen-Âge. Ctésias, il est médecin au départ, il est né en Asie mineure, donc c'est la Turquie actuelle, et il est fait prisonnier à la cour des Perses. Et ayant été en Perse, il s'est approché de ce lieu mythique et exotique par excellence qu'est l'Inde. Et c'est lui qui aurait écrit les Indica, qu'on n'a jamais retrouvés, mais dont on a retrouvé des commentaires et des copies. Et c'est dans ces Indica qu'il aurait décrit pour la première fois le monokéros. Le monokéros, c'est un monstre, en fait, qui est un quadrupède avec une seule corne sur la tête. Et ce monokéros, il est tellement dangereux que personne n'ose s'en approcher. Et à partir de là, ça va créer des légendes sur on va essayer de s'en approcher quand même, qu'est-ce qu'on peut faire, donc on va essayer avec de jeunes vierges. Et pourquoi des jeunes vierges? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que le monokéros, qui est devenu notre licorne petit poney de petite fille, on pourra reparler de ça peut-être après. En fait, au départ, c'est un symbole de fertilité, hein. La corne, on a tous compris ce que ça représente. C'est de la fertilité masculine. C'est le principe masculin de la fertilité. Donc, pour s'en approcher, on va lui approcher un autre principe qui est le principe de la féminité. C'est parfois on est mieux dans l'ignorance, je me dis. C'est décevant. Non, mais pas du tout, au contraire, mais enfin, je veux dire, on n'est pas conscient de tout ça quand on joue à Polly Pocket ou aux petites licornes quand on est gamin. Voilà. Oui, d'ailleurs, la corne du monokéros est censée faire plusieurs mètres de long. Mais il ne faut pas blesser les petites filles, donc le Hasbro a décidé de faire de toutes petites cornes à la licorne. Les cornes des licornes, les pauvres, sont de plus en plus petites. Oui, mais c'est quand même plus pratique pour se déplacer. Ouais. Voilà. En tout cas, on a une question intéressante aussi qui nous dit, bon, ok, on a beaucoup de sources autour de la Méditerranée, mais est-ce qu'on a des traces d'animaux fantastiques plus lointaines? Par exemple, Sibérie, Slave, Australie. Qu'en est-il, par exemple, en Amérique du Sud ou en Inde, en Chine? Bien sûr. Alors, là, j'en parle moins dans mon bouquin chez les Puffs et j'en parle peut-être un tout petit peu plus grâce à d'autres spécialistes dans l'exposition. C'était important pour nous dans l'exposition de montrer que même si notre fil conducteur, c'est quand même les premiers animaux fantastiques du néolithique et leurs descendants dans la pop culture, il y en a en fait dans toutes les civilisations. Bien sûr, moi, je ne suis pas à même de vous développer ça parce que je ne suis pas spécialiste, mais par exemple, dans notre tour du monde des dragons, dans l'exposition, on va parler d'autres entités draconiformes, comme le Quetzalcoatl, par exemple, ou comme le Long,
Long ou Rong, enfin je ne sais pas le prononcer, mais le serpent dragon d'Asie du Sud-Est, du monde chinois, vietnamien, coréen. Et ils ont bien sûr des caractéristiques propres, mais ils ont des choses qui les rapprochent en fait de nos animaux fantastiques occidentaux, entre guillemets. Par exemple, tous les dragons, tous les êtres draconiformes, quel que soit leur lieu d'origine et quel que soit le dieu ou l'entité mythologique qu'ils représentent, ont affaire avec à la fois le monde souterrain, le monde aquatique et du coup le monde céleste. Et ce sont à la fois des êtres extrêmement dangereux, mais qui peuvent devenir bénéfiques si on les canalise et si on s'en sert comme agent protecteur, en fait. Oui, donc finalement, il n'y a pas d'incarnation d'un mal, ou voilà, il n'y a pas de position bien-mal. On n'a pas cette sorte de manichéisme qu'on peut trouver par la suite dans le christianisme. Exactement. En fait, ce qui fait... toutes les entités mythologiques représentées par des animaux fantastiques partout dans le monde sont la représentation de nos peurs vis-à-vis d'une nature qui nous effraie parce qu'elle nous submerge et parce qu'elle a l'air trop grande pour nous, aussi d'une nature du coup qu'on a envie de canaliser et de dompter. Mais ce qui marque l'entrée de certains animaux fantastiques dans le monde du mal et leur arrivée en tant que suppôt de Satan, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui met, et vous avez eu raison de parler de manichéisme, parce que cette dichotomie entre le bien d'un côté et le mal de l'autre est très certainement, et ça a été écrit notamment par Thomas Remer, est très certainement une influence notamment du maïsdéisme, mais de certaines mythologies et religions venues d'Orient dans le christianisme, qui se sont greffées au monothéisme biblique. Et à partir de ce moment-là, la chrétienté va créer effectivement cette fracture. Et certains combats vont devenir des combats du bien contre le mal, et notamment le combat contre le dragon. Et ça, c'est très, très clair parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. C'est-à-dire que le Léviathan, qui était simplement une entité redoutable, qui est la mer en furie, contre lequel la puissance de Yahvé se confronte et qui va gagner, bien évidemment, devient dans l'Apocalypse un combat véritablement des anges contre Satan. Et à ce moment-là, le dracone, puisque c'est comme ça qu'il est traduit en grec, le dracone devient à la fois le symbole du tentateur, puisque Saint Jean dit le dragon, c'est le serpent antique. Là, il faut comprendre le tentateur dans la Genèse, c'est Satan. Satan étant le mal contre lequel doivent se battre les anges. Alors finalement, ce dragon, il incarne aussi un concept finalement, un peu comme chez les Égyptiens aussi, parce que souvent dans la littérature chrétienne, quand on dit Saint Bidule, il a tué un dragon là-bas, bon en fait faut comprendre, il y avait une hérésie où les gens avaient leur petite croyance, et en fait il y a le prêtre qui est arrivé et qui a dit bon les gars, maintenant je vais vous enseigner un truc qui est vachement utile, voilà, et donc on est surtout sur l'incarnation d'une hérésie ou d'anciennes croyances, en fait. D'un paganisme, très certainement. Moins d'ailleurs, peut-être... si, tout autant d'ailleurs chez Saint Jean, mais encore plus chez les autres saints soroctones qui vont prendre modèle d'ailleurs sur ce concept du combat contre le dragon dans l'Apocalypse. À partir de là, il y aura d'autres saints soroctones un peu partout en Occident. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que là encore, les dragons représentent l'élément naturel et la plupart du temps l'élément aquatique. Saint Clément, à Metz, il combat un graouli qui est dans les eaux et qui ressurgit au moment des inondations. Pareil pour Sainte Radegonde à Poitiers, parce que la grand goule, elle vit dans le Clin. Et en fait, si on se rend compte, à chaque fois,
La tarasque aussi vit dans la rivière. Et donc, comme chez les Grecs, ou l'hydre de Lerne, l'hydre, elle s'appelle Udor, enfin, c'est un monstre de l'eau, hein, ou Python, qui est dans une source, en fait. À chaque fois, le dragon, il représente aussi un élément naturel qu'on a dompté pour fonder les deux, en fait. Et il y a d'autres animaux fantastiques comme ça qui ont subi le même traitement, j'ai envie de dire. Effectivement, il y a quelque chose comme avoir à choisir son camp. À partir de la chrétienté, les animaux fantastiques, ils sont soit dans le clan du bien, soit dans le clan du mal. Mais moi, ce que j'aime bien avec les animaux fantastiques, c'est qu'ils sont toujours extrêmement ambigus. Donc, l'ambiguïté pour le pauvre dragon, c'est terminé. Mais il y en a qui restent quand même un peu ambigus. Le griffon, par exemple. Les bestiaires sont pas d'accord, hein, toujours, pour en faire un représentant de l'entité christique ou du mal. Donc, il y en a qui disent que parce qu'il est double, il représente l'ambiguïté versatile de Satan, mais il y en a qui disent que son caractère double en fait la représentation de la double nature du Christ. Donc pour le griffon, on ne sait pas trop. Le griffon, il est plutôt en marche, quoi. C'est ça, il est ni l'un ni l'autre, bien au contraire. Et la licorne aussi. La licorne a un côté très, 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 très ambigu. Jusque dans les bestiaires d'amour d'ailleurs, où la licorne peut représenter à la fois le mâle qui se fait berner par la femme, mais aussi la femme elle-même, voilà. Et la licorne peut représenter d'ailleurs dans la tenture de la dame à la licorne, bien connue de Cluny. Pastoureau a bien montré que l'idée derrière, ou en tout cas le message, est un message assez ambigu, parce qu'il y a marqué c'est une ode aux 5 sens, mais soit pour la tempérance, soit au contraire pour en profiter. Donc il y a peut-être même un message érotique derrière. Et il y a des animaux qui justement sont du camp du bien. Ah oui, le phénix, merci Clémentine qui est juste en face de moi. Oui, le phénix, lui, c'est un symbole christique. Je ne sais plus lequel, est-ce Isidore de Séville ou quelqu'un d'autre, enfin en tout cas un des pères de l'Église, a écrit, je pense dès le 6e, 7e siècle, le phénix, paf, c'est le Christ, là, c'est la régénération du Christ. Donc ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Lui, il a de la chance. On n'a pas de représentation de phénix clouté, non, ça ne... Je ne crois pas. On nous demande dans le chat si dans l'expo il y a une théorie sur la popularité mondiale de l'image du dragon sans que les peuples en question aient forcément eu de contact. Oui. Alors, ça c'est très très important, c'est-à-dire que je sais pas, je pense pas l'avoir écrit noir sur blanc, mais pour moi il apparaît clairement et je pense que, enfin j'espère qu'on est assez clair là-dessus, que ce n'est pas parce que Quetzalcoatl, les longues ou même le serpent de Midgard ou le serpent arc-en-ciel d'Afrique de l'Ouest ont des caractéristiques communes qu'il y a eu influence. Pas du tout. En fait, c'est un petit peu comme les pyramides. Il n'y a pas besoin... C'est une forme qui est facile à construire. Exactement, voilà. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une influence d'un pays sur un autre pour que, quand on construit en tas, en gros, ça donne une pyramide, quoi. Et donc, ces entités qui sont avant tout des êtres serpentiformes, dans le cerveau humain, qu'on soit d'un bout à l'autre de la planète, le serpent, c'est celui qui serpente, donc c'est l'eau qui court. Et comme le serpent rampe, c'est aussi le monde chthonien, quoi, pour tout le monde. Donc il n'y a pas besoin d'influence réciproque, quoi. Durant l'époque médiévale, est-ce qu'on a vu aussi la création d'animaux fantastiques qui jusque-là n'étaient pas... Oui, parce qu'on adore inventer. Donc bien sûr, il y a sans arrêt des inventions. Alors, on reprend quand même. Le truc, c'est que le monde médiéval se fonde sur notamment sur un livre qui s'appelle le Physiologos, et qui est né à la toute fin de l'Antiquité. Donc, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de véritable rupture, en fait, entre l'Antiquité et l'époque médiévale. Il y a des réinterprétations, des réinventions, mais il y a des figures qui deviennent, qui sont inspirées par des récits antiques,
qui prennent plus d'importance, comme le basilic, par exemple, ou la serre. Il y a aussi, je ne me souviens plus comment il s'appelle, ce monstre marin, mais qui en fait qui piège les marins parce que c'est une grosse baleine, et au départ on croit que c'est une île, et donc les marins accostent et en fait ils se font manger. Voilà, il y a des récits comme ça qui plongent leurs racines dans l'Antiquité, chez Aristote et Pline et chez le Physiologos, et qui vont qui vont se développer. Il y a certains récits, toi, que tu apprécies justement sur cette époque médiévale vis-à-vis des animaux fantastiques. Alors moi, je suis beaucoup moins spécialiste de ça, donc je vais pas trop m'aventurer dans le monde médiéval, mais moi j'aime bien la manière dont la licorne est devenue ce qu'elle est devenue à l'heure actuelle. Et il y a chez cette pauvre licorne une sorte à un moment de descente aux enfers jusqu'à Hasbro. Mais ce qui est génial, c'est que comme elle est devenue, en fait, au départ, comme on l'a dit, c'est une entité qui représente la force primaire de la fertilité mâle. Mais donc qui a été un peu monté en épingle par les Grecs et ensuite les Romains. Pline qui en fait un truc quand même assez chelou. La licorne décrite par Pline, elle a une tête de cerf, une corne de plusieurs mètres de long noire, des pattes d'éléphant, un corps de cheval et une queue de phacochère ou de sanglier. Il était un peu bourré ce jour-là. Un truc un peu, voilà quoi. Et ça donne, au fur et à mesure que on va plutôt mettre en valeur le fait que elle peut être approchée par des vierges, on va l'adoucir en fait cette entité mythologique et cet animal. Et cet animal, au fur et à mesure qu'elle est représentée dans les bestiaires, va plutôt devenir une sorte de chevrette blanche. Blanche, pourquoi ? Parce que dans l'univers occidental médiéval, la blancheur, c'est la pureté. Donc, on lui ôte toutes ses couleurs déjà. Elle ne va retrouver ses couleurs qu'après coup. Et on en fait une sorte de chose à moitié chevaline, à moitié biquette. Voilà. Et donc, la fin de cette histoire, c'est les deux branches qu'elle va prendre dans les années 80, étant devenue une sorte de petite biquette blanche, moitié chevaline. On va s'en servir dans les jouets Hasbro avec Mon Petit Poney. Donc, il va y avoir des Mon Petit Poney licorne qu'on va mélanger à un autre symbole de la magie qui est l'arc-en-ciel. On pourra reparler de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel est devenu symbole de la magie au XVIIIe parce que, comme il est expliqué par la science optique, il y a une réaction des romantiques à cette époque-là de dire « Ah, ne nous expliquez pas l'arc-en-ciel, vous ôtez la magie dans le monde. » Et voilà, donc il va y avoir comme ça, l'arc-en-ciel devient un symbole magique. Et Hasbro fait se télescoper la magie de la licorne et la magie de l'arc-en-ciel. Mais à la même époque, l'arc-en-ciel est devenu aussi un symbole LGBT. Et donc la licorne, qui apprécie quand même beaucoup d'être ambiguë par excellence, va retourner dans le monde un peu subversif et voilà, et un petit peu des marges, et va redevenir un autre symbole que juste un jeu de petite fille. Ouais, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous rappelle que sur Nota Bene, sur la chaîne YouTube, il y a un épisode consacré aux licornes, écrit avec William Blanc, qu'on reçoit souvent, et qui aime bien nous parler de ce genre de créatures. En tout cas, quelqu'un dans le chat fait remarquer que cette licorne de Pline, pour tous les amateurs d'automobile, c'est un peu le multiplat de l'automobile. Voilà. Voilà. On a reçu aussi dans cette émission, il n'y a pas très longtemps, Emmanuel Arioli, qui a redécouvert un chevalier de la table ronde, à savoir Ségurant. On a beaucoup d'animaux fantastiques dans les récits arthuriens ? On a quelquefois des licornes, mais on aime beaucoup les dragons dans les récits arthuriens. C'est vraiment une entité. Alors ensuite, il y a d'autres entités dont je parle moins dans l'exposition et qui pour moi sont moins des animaux fantastiques qu'un petit peu plutôt des hybrides humains-animaux, et ce sont les sirènes et les femmes sirènes.
Voilà, on en parle un petit peu dans l'exposition parce que il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que on va peut-être en parler, mais à partir d'un moment, on s'est quand même rendu compte que les entités auxquelles on croyait dur comme fer, hein, dans le monde médiéval, on pense que le dragon existe vraiment, on pense que les licornes existent vraiment. Il n'y a pas de, il y a pas de véritable fracture entre le monde réel et le monde surnaturel. Le surnaturel existe dans la vie. On croit à la magie. Et en fait, les gens qui arrêtent de croire à la magie, c'est les encyclopédistes du 18e, quoi. Ce sont les philosophes des Lumières qui mettent un coup d'arrêt définitif au monde magique, parce que eux, ils mettent ça du côté de la superstition et des croyances contre lesquelles il faut lutter absolument. Mais tout ça pour dire quoi? Je ne me souviens plus. Je me suis complètement perdue dans mes. On parlait des récits arthuriens. Voilà. Et donc, dans les récits arthuriens où il y a de temps en temps des sirènes ou des femmes dragons ou des choses comme ça, on parle quand même de la femme dragon et de la femme sirène dans la 5e partie parce que, ayant quitté le monde réel, nos animaux fantastiques vont être utilisés pour aller explorer les marges de notre psyché. Et là, on va ressortir les vieux mythes du Sphinx et de Oedipe, et on va ressortir la femme dragon et la Mélusine et tout ça. Et on va en faire un symbole qui est très, très, très important pour les artistes mâles du 19e siècle, qui est la femme fatale. Et là, on ressort ces femmes sirènes, ces femmes dragons et ces femmes sphinges. Ces animaux fantastiques, on les découvre principalement à travers la Bible, du coup. Il y a la Bible d'un côté, mais il y a aussi tous les autres récits des auteurs antiques qui continuent d'être copiés au Moyen-Âge et qui sont quelquefois compilés dans le Physiologos, par exemple. Le Physiologos, en gros, c'est une sorte d'encyclopédie du savoir au 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, mais qui est matinée de pensée chrétienne parce que ce savoir est moralisé. Il y a les grands animaux fantastiques aussi qu'on retrouve dans la légende dorée. Les légendes des saints, ça c'est vraiment aussi une autre Bible pour retrouver des animaux fantastiques. Non, il y a pas mal de récits divers en fait à l'époque médiévale pour retrouver des animaux fantastiques. On a quelqu'un qui nous demande, alors ça rebondit un petit peu sur ce qu'on disait au début de l'émission sur la cryptozoologie, est-ce qu'on peut considérer que le principe de cryptozoologie existe déjà au Moyen-Âge, à savoir des créatures qui pourraient exister et donc qu'on va essayer de chercher? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a que ça de la cryptozoologie au Moyen-Âge. Attendu que on entend par cryptozoologie de la zoologie un peu annexe, en annexe des sciences reconnues. En fait, il n'y a pas de cryptozoologie au Moyen-Âge puisque toute la zoologie est dans cet univers merveilleux qu'a créé le Dieu créateur, qui va se retrouver d'ailleurs mis en musée dans ce qu'on appelle les cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, c'est un musée à la gloire de toutes les merveilles du créateur. Et du coup, on aime d'autant plus ce qui sort de la norme pour montrer à quel point le créateur peut faire des choses absolument extraordinaires et qu'on ne voit pas dans la vie courante. Mais tout ça, ça fait partie du monde réel. Ces merveilles sont dans le monde réel. Une tête de dragon qui est en fait une vieille tête de crocodile empaillée, mais une tête de dragon dans une collection dont on dit que c'est le dragon Caoxy, un chevalier flamand. Voilà, on a ça dans le musée du Doubs à Mons. Tout le monde y croit. Une corne de licorne, tout le monde y croit. Et justement, ces cabinets de curiosité, ils explosent un peu au début de la Renaissance. Comment tout cet univers du merveilleux, des animaux fantastiques, va évoluer durant la Renaissance, l'époque moderne? Tu nous as déjà dit qu'au XVIIIe siècle, il y a des évolutions, mais est-ce que tu peux revenir là-dessus? Il y a 2 manières de les faire évoluer, ces animaux fantastiques. Il y a d'une part la science qui va peu à peu les exclure du monde réel en remettant, à partir du XVIIe siècle, beaucoup en cause les anciens récits. Petitement, au XVIIe siècle,
on continue quand même de se fonder sur les grands auteurs, sur Pline, sur Aristote, sur la Bible, bien évidemment, qu'on ne remet pas en cause. La véritable remise en cause, c'est vraiment le XVIIIe siècle. Mais par ailleurs, au fur et à mesure que la science essaie d'éloigner ce merveilleux de notre monde réel, il y a aussi d'autres sciences qui se mettent en place et qui s'appellent les sciences occultes. Donc, et ça, c'est vraiment la joie de tous les intellectuels de la Renaissance, c'est comment les animaux fantastiques deviennent des symboles d'un savoir qui n'est partagé que par les initiés. Donc, dans l'alchimie, dans les sociétés occultes comme les Rose-Croix, par exemple, dans les emblèmes qui ne sont pas des emblèmes occultistes quelque part, mais qui sont aussi destinés à des initiés uniquement des intellectuels cultivés, les emblémata. Et voilà, ça c'est l'autre partie de cette science autour des animaux fantastiques. On peut considérer que globalement, cet imaginaire, il perd en puissance, du coup, à cause de la science? Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a de toute façon, toujours dans les mêmes époques, une manière de faire triompher la science et une manière d'être en réaction par rapport à cette science-là. Chez les romantiques, le mouvement romantique, c'est une sorte de réaction au rationalisme des Lumières. C'est une manière de remettre du merveilleux dans l'art, du merveilleux dans la vie en général, du merveilleux dans la littérature, etc. Au XIXe siècle, la réaction contre les sciences positivistes, c'est le symbolisme, qui essaie encore une fois de revenir aux anciennes légendes et de les représenter à nouveau, etc. Et au XXe siècle, la réaction de toutes les horreurs du début du XXe siècle, et notamment de la Première Guerre mondiale, c'est la naissance de la fantaisie, justement, de la fantaisie contemporaine avec un Y. C'est les Howard, c'est les Lovecraft et c'est les Tolkien, surtout, avec ce sentiment de nostalgie immense pour un monde dans lequel aurait existé cette magie qui serait disparue du monde. Il y a quelqu'un qui nous demande si les squelettes de dinosaures ont pu avoir un impact sur notre vision des dragons. Oui, et on le montre dans la partie sur les dragons, dans l'exposition. Il y a, et c'est vraiment très intéressant, il y a une histoire de l'art qu'on peut tout à fait retracer depuis les premiers dragons médiévaux des bestiaires, qui ont des formes très très différentes. Il y a pas du tout, la forme n'est pas du tout fixée au début des bestiaires médiévaux, jusqu'à notre dragon de fantaisie. Et donc il y a, comme l'a montré Pastoureau, le fait qu'on représente à partir du XIVe siècle les entités démoniaques avec des ailes de chauve-souris. Le XIVe siècle, c'est aussi le moment où la couleur verte devient une couleur du diable et du maléfique. Et donc, on aura plus tendance à représenter les dragons avec la couleur verte. Mais le deuxième jalon, c'est pas l'époque médiévale, c'est le XVIIIe siècle où on redécouvre les fossiles qu'on va appeler dinosaures. C'est un Britannique qui trouve ce terme qui voilà, donc une étymologie grecque qui veut dire les sauriens terriblement grands. C'est pas le terrible saurien, mais terriblement grand, parce qu'effectivement, les fémurs font plusieurs mètres de long. Donc, et à partir de ce moment-là, effectivement, ça va créer une sorte d'émulation chez les artistes du XIXe siècle qui recommencent à représenter des dragons, un peu comme chez les Grecs, beaucoup plus serpentiformes ou beaucoup plus lézardiformes, et beaucoup moins comme le dragon médiéval qu'on retrouve par exemple chez un Paolo Uccello avec ses ailes de chauve-souris, sa couleur verte, etc. Et en fait, c'est la fusion de ce dragon médiéval et le dinosaure qui fonde notre dragon contemporain. Parce que dans Game of Thrones, en gros, c'est des T-Rex avec des ailes de dinosaure, quoi. Des ailes de chauve-souris, je veux dire. Oui, complètement. Et ces grandes ailes sont beaucoup plus stylées que les deux petites pauvres pattes là qu'on met devant. Ouais, c'est évident. Tu as d'autres exemples d'animaux fantastiques qui ont pu subir une modification ou une réinterprétation au 18e, 19e? Oui, la licorne. Hein. La licorne, on en parlait déjà, mais la licorne qui était à l'époque du Moyen-Âge et même encore à la Renaissance très biquette, quoi. Elle devient vraiment chevaline
en se mélangeant à Pégase, et ça c'est vraiment le 19e siècle. Et alors il y a aussi des représentations de nouveautés, par exemple l'hippogriffe. L'hippogriffe, c'est une invention totale de l'Arioste à la Renaissance. L'hippogriffe n'existe pas chez les anciens, n'existe pas pendant l'Antiquité. C'est l'Arioste qui en fait le petit de la jument et du griffon. Et donc, comme l'Arioste est devenu très, 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 très à la mode chez les romantiques au 19e siècle, on a des représentations d'hippogriffes chez Ingres notamment, ou chez Barye, là, dans l'exposition, qui sont magnifiques et qui vont servir de modèle à l'hippogriffe d'Harry Potter, quoi. Alors justement, tiens, on parle d'Harry Potter et de différents univers un petit peu merveilleux comme ça qu'on connaît bien aujourd'hui. Tout à l'heure, tu évoquais Tolkien et du coup ces mouvements en réaction à la Première Guerre mondiale. Comment on en arrive finalement à cette fantaisie, à ce fantastique aujourd'hui ? Alors, il y a eu sans doute plusieurs jalons, dont je ne suis pas à proprement parler spécialiste. Là, par exemple, il faudrait demander à Anne Besson, par exemple, de faire plutôt cette leçon-là. Qu'on a reçu, on a un épisode dédié. J'imagine. 2 heures avec Anne Besson. J'imagine. Il y a quand même des jalons, en tout cas dans la réintroduction des animaux fantastiques, et notamment à l'intérieur de la littérature. Parce qu'au départ, effectivement, la fantaisie est plus un mouvement littéraire et va devenir un mouvement... Maintenant, la fantaisie est partout et dans tous les médias, aussi bien picturaux, bande dessinée, que dans le cinéma, les dessins animés, les jeux vidéo, etc., etc. Mais au départ, c'est plus un mouvement littéraire. Déjà, il y a la redécouverte du merveilleux dès le XVIIe siècle, où c'est un mouvement intellectuel et de gens cultivés qui mettent par écrit des récits populaires et qui vont en faire ce qu'on connaît comme nos contes de fées. Des contes de fées qui, au départ, d'ailleurs, si on lit les vraies versions destinées aux adultes, c'est pas du tout pour enfants. Du tout. Et donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est justement la création de la littérature spécialement pour les enfants. Et ça, c'est pas le XVIIe siècle, c'est le XVIIIe. Et c'est aussi un autre pendant des Lumières. Et notamment, c'est le père de Marie Shelley, qui est l'un des premiers promoteurs d'une littérature pour les enfants. C'est pour leur proposer, c'est en ayant en tête, et ça c'est le 18e qui a ça en tête pour la première fois, que l'enfant a son propre développement. C'est pas un adulte en miniature. Et donc, il lui faut une littérature qui lui soit destinée à lui seul. Ça, c'est pas les contes de fées. Et à partir de là, se crée une littérature, la littérature jeunesse, avec des auteurs qui vont écrire spécialement pour la jeunesse, comme les Barye, par exemple, ou les Lewis Carroll. Et Lewis Carroll remet dans ses créations propres des animaux fantastiques qui viennent du bestiaire médiéval, comme la licorne, par exemple, ou comme le griffon. Et on fait d'ailleurs des entités un petit peu rigolotes, quoi, parce qu'ils sont un peu à contre-courant. Moi, j'aime bien la rencontre entre Alice et la licorne. C'est l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on a dit à la licorne qu'il existait des petites filles, mais comme elle n'en a jamais vu, elle pense que les petites filles sont un animal fantastique. Donc, ces jalons-là vont proposer des modèles qui sortent des modèles uniquement mythologiques et moralisants des bestiaires médiévaux ou occultistes, et qui vont proposer un peu d'humour et un peu des pas de côté qu'on trouve dans toute forme de littérature, même dans Lovecraft, on trouve un peu des pas de côté et des côtés un peu rigolos, même si la plupart du temps, moi ça me fait beaucoup trop peur, mais voilà. Souvent c'est pas rigolo. Non, souvent c'est pas drôle du tout. Mais chez un Howard, par exemple, on trouve aussi des pas de côté et des choses qui vont en sortant de la norme, faire des effets miroirs avec l'être humain, par exemple. Et ce qui est l'autre jalon, c'est à partir du moment justement où la littérature va encore plus facilement et encore plus rapidement se mêler d'autres médias. Parce qu'au moment où se crée la littérature que maintenant on appelle fantasy, c'est aussi l'époque où on n'a plus uniquement de la littérature écrite, mais où vont se développer les comics.
et où vont se développer aussi les premiers dessins animés. Et c'est là où se crée la fantaisie, parce qu'en fait, la fantaisie, c'est vraiment une forme d'art ou un mouvement artistique qui est complètement pluriel et multimédia, quoi. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être la différence entre fantasy et fantastique? Oui, alors, je reprends aussi des définitions qui ne sont pas les miennes, hein, qui sont des définitions de spécialistes, mais en gros, la fantaisie met de la magie, une magie qui existe dans un monde donné. Alors, ça peut être soit notre monde, soit un monde complètement inventé, mais la magie existe dedans. Et pris comme quelque chose de normal, et on peut s'en servir. Le fantastique, c'est l'irruption du surnaturel dans un monde où c'est pas normal qu'il y ait du surnaturel. Et à ce moment-là, la plupart du temps, le fantastique fait un peu plus peur que la fantaisie ne peut faire peur, parce que justement, c'est pas normal. C'est dans un monde, dans notre monde à nous, où la magie a cessé d'exister, où il y a des choses qui sont pas normaux. Du coup, l'histoire sans fin, c'est fantasy ou fantastique? C'est comme Harry Potter. Ça fait appel à deux mondes parallèles, mais qui à un moment se rejoignent, je pense. Dans Harry Potter, très souvent, alors moi, je suis pas spécialiste de littérature fantasy, donc je laisserai les spécialistes décider ou s'entretuer. Mais il y en a beaucoup qui disent c'est pas de la vraie fantasy parce qu'il y a deux mondes différents, etc. Mais en fait, la magie existe dans le monde d'Harry Potter. Simplement, il y a des gens qui ont la capacité de la faire et d'autres non, comme nous. J'imagine que, en tout cas, cet aspect très, plus moderne des animaux fantastiques, il est quand même pas mal traité aussi dans l'expo. Oui, extrêmement, parce que en fait, tout le sujet de la dernière partie de l'exposition, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y en a autant à l'heure actuelle. Et donc, ma vision de commissaire, mon explication de commissaire, on pourrait en trouver d'autres. Hein, c'est pas du tout exhaustif. C'est que je pense qu'il nous aide à remettre de la magie dans un monde qui en a besoin. Et que dès qu'on a voulu évacuer la magie du monde, elle est revenue. Elle est revenue avec le romantisme, elle est revenue avec le symbolisme, elle revient par la fantaisie, et que cette magie-là représente notre nostalgie d'un merveilleux qu'on pense avoir existé. À l'époque médiévale, très souvent, notre univers de fantaisie, il est médiéviste, hein. Pas que, quelquefois il y a des univers de fantaisie dans un monde plutôt antique, etc. Mais très souvent c'est de la fantaisie médiévale. Pourquoi ? Parce que l'un des premiers à avoir écrit, c'est Tolkien, et que lui, il était spécialiste plutôt de l'époque médiévale. Parce qu'aussi, le monde médiéval, les sorcières, justement, la légende arthurienne, enfin, voilà, on voit de la magie comme étant totalement naturelle. Mais ce monde magique, il est aussi en nous. C'est notre monde de l'enfance. C'est l'état de magie qu'on a envie de retrouver, où on pense que tout est possible, où on pense qu'on peut voler avec les dragons, chevaucher des licornes, etc. Et c'est sans doute parce que justement notre monde est si sérieusement fucked up, si on veut utiliser un terme anglais, pour ne pas dire autre chose, qu'on a besoin de remettre de la magie dans notre monde, qu'on a besoin. Alors la magie n'est pas toujours d'ailleurs positive. On a besoin aussi de se créer de la magie qui fait peur. On a besoin de se recréer des démons. On a besoin de se refaire peur avec des pazouzous dans l'Exorciste, avec de très, 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 très méchants dragons. Mais on a besoin aussi d'une altérité positive, quoi. Il y a une place accordée quand même à Donjons et Dragons, parce que c'est quand même un univers où on trouve beaucoup d'animaux fantastiques. Dans cette dernière partie-là, justement, comme j'ai essayé de montrer tout au long de l'exposition que il n'y a pas d'art... il n'y a pas d'art pauvre, il n'y a pas d'art populaire qui ne soit complètement déconnecté d'un art qu'on trouverait plus savant et plus du monde des musées. J'essaie de montrer justement comment tout ça est imbriqué, comment les standards ou les iconographies se sont imbriquées l'une l'autre. Et donc, on a une vitrine consacrée au monde de Donjons et Dragons. Je voulais qu'on revienne à Donjons et Dragons du début. Donc, j'ai demandé à des spécialistes et j'ai demandé du coup à la Fédération française de jeux de rôle de nous prêter des pièces de l'époque, donc des fin 70, début 80.
Et pour les fans de Donjons et Dragons, je rappelle que Baldur's Gate est sorti il n'y a pas très longtemps, il faut se jeter dessus. Peut-être que je peux en profiter, pardon, pour dire qu'on va faire un week-end spécial jeu de rôle au Louvre-Lens, avec la Fédération française de jeux de rôle qui va venir avec des gens qui vont pouvoir faire du coup des jeux à l'intérieur du Louvre-Lens et du coup on en fait un week-end gratuit. Les gens qui viendront déguisés pourront rentrer gratuitement dans l'exposition. Le week-end du 25 novembre. 25-26 novembre, oui. Oui, je pense que je vais venir faire un tour à ce moment-là. Avec plaisir. Faut que je trouve un déguisement. Il y a quelqu'un qui nous pose une question assez intéressante qui dit on mixe quand même beaucoup les animaux entre eux, mais est-ce qu'on a des mélanges animaux végétaux comme les Ents dans l'univers de Tolkien? La mandragore, me semble-t-il, est mi-animal, mi-végétal. D'ailleurs, dans Harry Potter, on voit bien que ça crie. Oui, il y a des... Alors, je ne voulais pas trop en faire vers le végétal parce que voilà, ça fait partie des thématiques qui sont de l'ordre. On a une sorte de de cycle sur le vivant et sur l'homme dans son environnement au Louvre-Lens, et donc je veux pas. Voilà, je veux pas en dire plus, mais on va sûrement développer cette thématique du végétal par d'autres moyens. Il faut garder ses cartouches, quand même. Alors peut-être que tu le sais ou pas, mais j'aime beaucoup la musique métal. Y a un impact des animaux fantastiques dans la musique métal? Tu le sais, toi-même tu sais, oui, parce qu'en fait je me suis rendu compte quand j'ai commencé à étudier ce propos qu'il y avait beaucoup, alors pas Zouzou bien évidemment, mais il y avait beaucoup de monstres de la mythologie mésopotamienne qui se retrouvaient dans la musique métal. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai demandé à deux amis assyriologues, Vérène Chalandard et Aurélien Caron, de se pencher un petit peu sur le sujet. Et donc, ils en ont fait un article très intéressant que vous retrouverez dans le catalogue, Monstres mésopotamiens et musique métal. Et donc, toujours dans cette dernière partie de l'exposition, on a voulu mettre ça en valeur avec un jukebox. Cool. Jukebox de musique métal. Dans l'expo. Où on retrouve les monstres mésopotamiens. Dans l'expo. Bon, là, c'est un appel à tous les métalleux de France et de Navarre. Hein. Je crois que... Voilà. C'est un beau cadeau qui est fait à la fin de l'expo. Et pour ceux qui n'ont pas de cheveux, vous prêtez des perruques pour secouer les cheveux ou pas du tout? On pourra peut-être faire ça, effectivement, pendant un de nos week-ends. Alors, est-ce que... donc, bon, bien sûr, il y aura le catalogue de cette exposition qui sera disponible pour en savoir plus sur les animaux fantastiques, mais est-ce que tu aurais éventuellement des références bibliographiques ou autres, hein, du documentaire, des sites web, etc., pour en savoir un petit peu plus sur le thème qu'on a abordé aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, moi, je me suis beaucoup documentée à la fois pour faire le cours pour l'école du Louvre que j'ai ensuite transformé en essai qui est édité chez les Pufs là en même temps que l'exposition. Alors, il y a beaucoup de livres, notamment les livres de Pastoureau, qui sont vraiment des bibles, hein, qu'il faut lire, notamment son bestiaire du Moyen-Âge. Il y a le livre dont j'ai déjà parlé, des Deux de la Campagne, Animaux étranges et fabuleux, bestiaires fantastiques dans l'art, chez Citadel et Masneau. Il y avait eu cette magnifique exposition L'étrange et le merveilleux en terre d'islam au Louvre, il y a quelques années, dont vous pouvez retrouver le catalogue, qui est vraiment hyper intéressant. Et puis il y a aussi des sites internet où on retrouve des choses, des choses à la fois très techniques et très pointues, je veux dire, mais aussi très accessibles. Et il y a notamment le Collège de France, le site du Collège de France, où on peut retrouver plein de colloques. Et il y avait eu un colloque en 2015 qui s'appelait Entre Dieu et homme, anges, démons et autres figures intermédiaires, où on voit tous les animaux fantastiques qui sont dans la Bible. Donc, vous pouvez retrouver tout ce colloque sur le site du Collège de France, à la chaire des études bibliques de Thomas Remer. Et puis, pour tout ce qui est fantasy, moi, j'avais adoré, en préparant le cours de l'école du Louvre, j'avais regardé la chaîne qui s'appelle Culture particulière,
qui était un projet qu'avaient mené notamment les étudiants d'Anne Besson, justement. Donc Culture particulière, c'est une chaîne YouTube qui est encore actuelle, qu'on peut voir actuellement, consacrée à la fantaisie en tant que genre littéraire, mais aussi qui aborde plein d'autres médias, qui parlent notamment des jeux de rôle, du cinéma, etc. Trop bien. Merci pour ces références-là. Si, à tout hasard, ça m'étonnerait quand même fort, les gens qui nous écoutent, après ces presque 2 heures passées ensemble, étaient toujours pas convaincus de venir voir cette exposition au Louvre-Lens. Alors, je leur dirais qu'on a... Bon, déjà, faut aller au Louvre-Lens de base, parce que le Louvre-Lens est vraiment, je trouve, l'un des lieux les plus accueillants en tant que musée qui existe à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment notre but numéro 1, que les gens qui viennent au Louvre-Lens se sentent accueillis, se sentent bien. Il n'y a même pas besoin d'aller voir les expositions si vous ne voulez pas. Juste vous vous installez dans la médiathèque, vous faites nos ateliers gratuits, vous vous installez avec vos enfants ou tout seul, vous lisez les bouquins et puis voilà. Puis comme ça, si vous avez envie de revenir, vous reviendrez et voilà. Et dans l'exposition elle-même, on a créé aussi ces petits lieux où on se pose tout simplement. On a une bibliothèque qu'on a créée avec des enfants de Lens et de la Courneuve qui ont choisi eux-mêmes les ouvrages qui sont dans cette bibliothèque. On a 2 salles de cinéma, une salle de cinéma plus pour les adultes, voilà, où on va aller de Méliès à Terry Gilliam, et une salle pour les enfants, toujours en lien avec les enfants de Lens et la Courneuve qui ont choisi les extraits, où on peut se poser pendant des heures et regarder les extraits, et voilà. Et à l'intérieur de l'exposition, si on aime la mythologie, on a de la mythologie. Si on aime l'Antiquité, on a de l'Antiquité. Si on aime les beaux-arts, on a des peintures magnifiques de Fuseli, Paolo Uccello, Burne-Jones, Ingres, Dali, von Stuck. Si on aime le métal, il y a du métal. Si on aime les jeux de rôle, il y a Donjons et Dragons. Voilà, on a essayé quand même d'être le plus ouvert possible à tout. Il y a du Druillet, il y a du Tardy. Enfin, voilà, on a essayé quand même d'être... on n'est pas exhaustif, ça c'est pas possible. Donc je sais qu'il y en a qui regrettent de ne pas voir ci ou ça, mais on a dû faire des choix bien évidemment. Mais on a essayé quand même d'être le plus large possible pour intéresser tout le monde. Oui, et je veux dire, c'est exactement ce qu'on fait sur Nota Bene aussi, et c'est des approches qui souvent sont indispensables pour commencer à rentrer en détail dans les affaires qu'on nous présente. Et honnêtement, vous l'avez vu, dès qu'on commence à en parler un peu, rien que ces 2 heures-là, ça donne envie de gratter un petit peu plus le sujet. D'autres actus que l'expo avec le musée ? Oui, alors on a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire pendant les vacances. Alors déjà pendant les vacances, nous vous avons concocté un marathon Harry Potter. La Toussaint donc. À la Toussaint, pendant les vacances d'automne, vous pourrez aller voir l'intégralité des films d'Harry Potter pendant tout un week-end. Cool. Par ailleurs, vous aurez aussi des ateliers pour fabriquer des masques de cinéma, des ateliers pour de maquillage de cinéma, etc. On a aussi, pendant ces vacances de la Toussaint, des hors-les-murs, c'est-à-dire que le musée, pendant les vacances de la Toussaint, s'exporte au shopping, à Noyelles-Godault, et à Euralens, à Euralille, pardon, à la gare de Lille, à la gare de Lille Europe. Donc vous pourrez, à côté, pardon, entre les 2 gares, excusez-moi. Euralille, c'est entre les 2 gares, Lille Europe et Lille Flandre. Voilà, je serai là, par exemple, pour donner une conférence, le tour du monde des animaux fantastiques en 60 minutes chrono. Vous aurez aussi, là je suis... Ah oui, on est en train de vous concocter aussi une expérience en réalité virtuelle que vous pourrez retrouver à partir des vacances aussi bien à Euralille qu'au Louvre-Lens, où vous serez entraînés dans un monde merveilleux où on vous racontera l'histoire de Beowulf, par exemple, Cool. avec la voix quand même d'André Dussolier. Hein, c'est pas rien. Je peux aussi vous parler, si vous avez envie de lire des BD. Donc moi, j'adorais les BD dont on était le héros quand j'étais petite. Donc j'en ai recréé une avec Jean-Christophe Piot et un dessinateur qui s'appelle Le Poisson, où vous êtes le héros ou l'héroïne et vous allez sauver des animaux fantastiques qui sont
qui sont prisonniers des mines qui se trouvent en dessous du Louvre-Lens. Jean-Christophe Piot qui collabore régulièrement aux épisodes Nota Bene, en écrivant des épisodes, qui a un super blog d'ailleurs aussi avec Samuel Brémond qui s'appelle En Marge. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus, c'est toujours très cool pour apprendre l'histoire de façon très drôle. Bon, en tout cas, on a Malo qui nous disait qu'il regrettait du coup d'avoir fait de l'histoire politique maintenant parce qu'il aurait voulu écrire sur les animaux fantastiques. Alors, je dis à Malo, ça n'est pas incompatible. Les animaux fantastiques sont des animaux politiques. Et notamment là, dans les mouvements LGBTQIA+, Minotaure, licorne, non, il peut s'en donner à cœur joie. Écoute, en tout cas, Hélène, merci de nous avoir accordé 2 heures de ton temps pour nous présenter cette exposition qui parle des animaux fantastiques. Rappelle-nous la fin de l'exposition. Alors, ça aura lieu quand ? le 15 janvier. Vous pourrez voir l'exposition jusqu'au 15 janvier. Jusqu'au 15 janvier au Louvre-Lens. Donc le Louvre-Lens, je rebondis sur ce qui s'est dit dans le chat, c'est bien à Lens, c'est pas à Paris. Le Louvre-Paris est à Paris. Pour ceux qui veulent se procurer le catalogue, c'est uniquement sur place ou il y a moyen de l'avoir ailleurs ? Non, il est diffusé partout, dans toutes les bonnes librairies. Donc vous pourrez même le voir au Louvre-Paris. Non, vous pouvez le voir vraiment dans toutes les librairies, chaînes, pas chaînes, indépendantes, voilà. Nous sommes diffusés aussi, parce qu'en fait on est en coédition pour le catalogue, mais on n'est pas en coédition pour Les Monstres Engloutis, notre bande dessinée dont on est le héros, mais on est diffusé par un diffuseur de bande dessinée, donc vous pouvez aussi nous retrouver dans toutes les bonnes librairies. Ça, on pourra le retrouver du coup même après l'exposition, on pourra se le procurer, il n'y a pas de problème. Exactement. Ouais. Je dis ça pour tous les gens qui nous écoutent du coup en rediff et qui se disent « Mince, on est en février ». L'expo est terminée, vous pouvez continuer l'aventure avec ce catalogue. Merci encore Hélène. Merci à toi Benjamin, merci pour tout. Très hâte de venir moi-même fouler cette expo de mes pieds et puis découvrir un petit peu tout ça. Pour ceux qui nous ont accompagnés lors de cette émission, merci d'avoir été là, d'avoir posé vos questions qui se sont très bien intégrées au fil, si bien que j'ai même pas eu à interrompre le fil. Pour le coup, on a fait un fil de 2 heures parce que voilà, vous êtes absolument parfait. Et puis j'aimerais remercier aussi tout particulièrement, comme d'habitude, Louis alias la pastèque masquée sur Twitch qui prépare le fil des émissions et honnêtement, comme toujours, c'est nickel. Voilà, je crois que j'ai remercié tout le monde. Merci à toute l'équipe du Louvre-Lens et passez tous une bonne fin de journée. Salut! À bientôt!